Oui, donc pourquoi je fais ce live? Bah, c'est avant tout déjà pour vous remercier de me suivre déjà, parce qu'on a passé les 2000 abonnés. Encore merci. Et bah, sur Instagram et sur YouTube d'ailleurs, on a passé les 2000 abonnés. Salut Adrien. Salut, salut. Et pour réagir aux deux, trois commentaires négatifs que je trouve enfin, qui m'ont un peu déplu. Surtout l'autre zouave là qui a insulté mon père. Bon, qu'on m'insulte, moi. Je m'en fiche, je sais pourquoi je fais les vidéos. En revanche, quand on commence à insulter mon père qui fait au passage fait la même taille que moi, c'est-à-dire 1m90 et fait plus de 90 kilos, avec des mains qui font le double des miennes, ça me fait doucement rigoler parce que je pense que de traiter mon père de couillon, je pense pas que le pauvre gars qui a mis ce pauvre commentaire de merde, il aurait eu le courage de le dire droit dans les yeux de mon père. Donc c'est assez pénible. Et c'est aussi pour parler d'une mentalité dans le monde agricole aussi en ce moment, c'est-à-dire que les commentaires sous mes vidéos, tous les commentaires négatifs, c'est que par des agriculteurs. Il y en a pas un. Tout le monde dit en général, oui, la population française, ils se rendent pas compte, c'est nous qui les nourrissons et tout. Sauf que vous allez voir en dessous, dans l'espace commentaire de tous les youtubeurs, c'est des critiques que des agriculteurs. Donc c'est aussi pour parler de ça. Est-ce que, avant qu'on parle d'autres sujets, il y en a qui ont des questions par hasard? Ça me permettrait d'y répondre aussi, bah aussi maintenant, vu que je suis en direct. Les Smith céréales se portent bien. J'ai globalement fini. Euh, les Smith céréales, j'ai globalement fini. Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Je me suis pas embourbé, moi, déjà. Ça a failli dans un champ parce que je me suis un peu fait avoir sur le maïs en silage, parce que le maïs en silage, en fait, je pensais que j'avais le temps. Je m'étais dit, même s'il pleut 200 mm, c'est pas grave, sauf que on n'a pas pris 200, on a pris 400. Donc, au final, ça a été les derniers champs à être faits. Et, bah, il y a que celui qui fait rien qui arrive à rien, mais ce serait à refaire. Oui, j'aurais semé les champs où il y avait le maïs en silage, plus tôt. Et au final, j'étais obligé de les faire plus ou moins en dernier, quoi. Donc, sinon, à part ça, globalement, ça le fait. Il y a juste deux, trois bricoles sur le semoir qui fait que j'avais des éléments qui se bouchaient, mais sinon, à part ça, ça passe nickel, quoi. Et sinon, attends, j'ai vu une autre question. Et pourquoi tu montes pas trop tes vaches dans la vidéo? Parce que j'attendais l'hiver, donc normalement il va plus y avoir des vidéos sur les vaches maintenant. Enfin, des vidéos dans les mois à venir plutôt. Et puis surtout que c'est pas ma partie, c'est mon père qui gère l'élevage et moi je gère les cultures. Et le but de pourquoi j'ai créé la chaîne, c'est surtout pour parler d'agronomie. Et après, les cultures que je fais, elles sont principalement pour nourrir l'élevage. Donc, mais après, oui, pourquoi pas faire des vidéos plus sur l'élevage, j'ai pas de souci. Depuis quand c'est méthode de terre? On va dire depuis les premiers essais, ça va faire 3 ans. On va dire, j'ai commencé, il me semble que c'était les premiers essais enfin, ou un peu pendant le confinement, là, en 2020. C'est là où j'ai vraiment bûché le sujet de l'agronomie. Et, et, euh, et oui, voilà, du coup, ce que je disais, moi, du coup. Oui, voilà, ça fait 3 ans. Ça fait, voilà. Et du coup, arrives-tu... Tiens, que j'arrête de tapoter sur mon écran, moi. Tu arrives à t'en sortir avec ta chaîne YouTube? Bah non, pour l'instant. Mais c'est bien, là, ces derniers jours, ça s'est pas mal lancé. Euh, ça s'est pas mal lancé, surtout depuis que je suis clivant, parce qu'il y en a plein qui se posent la question de pourquoi je suis aussi clivant, que ce soit en vidéo ou en commentaire. Bah, la raison elle est simple. Quand je présentais juste mon travail, je me faisais pourrir gratuitement et ça faisait pas de vues. Et maintenant que je suis plutôt clivant, je sais pourquoi j'ai des commentaires négatifs parce que je les cherche. Et j'essaye je fais exprès d'avoir des tournures de phrases un peu clivantes qui fassent réagir.
Et ça se traduit dans la dernière vidéo. Je viens de passer les 130 commentaires alors qu'il y a des youtubeurs qui font 50 voire 100 000 vues, ils ont pas autant de commentaires sous leurs vidéos, quoi. Donc le but aussi, c'est de faire réagir, de faire parler pour me faire connaître et à l'avenir vendre du contenu payant, parce que c'est ça le but de la chaîne aussi. C'est de vendre de la connaissance et pourquoi pas les produits de la ferme, quoi. Seulement 2023-2024, j'ai pas fait les comptes, mais grosso modo, pour l'instant, de ce que j'ai semé, de ce que j'ai fini de semer, bah, il y a 10 hectares de lin. Donc ça, c'était la vidéo semis en octobre. Il doit y avoir 20-25 de blé, mais j'ai pas fait le compte. Et après, ensuite, le reste, c'est le triticale. Les parcelles les plus humides, qui ont tendance à se salir, je mets le triticale qui est plus rustique. Euh, Comme ça, bah, il survit plus à l'eau que le blé. Et 8 hectares d'orge. Et ben ensuite, j'ai pas été voir encore, enfin ça fait longtemps que je n'ai pas été voir, mais le sarrasin, avec toute la flotte qu'on a pris, il est tout plaqué au sol. Donc je me posais la question de pourquoi pas semer un couvert pour un futur maïs, mais le semer à la volée, parce que les graines vont tomber à travers le sarrasin. Et ensuite, le sarrasin, en finissant de se décomposer, va recouvrir les graines. Et je voulais faire cet essai-là, au moins dans une ou deux parcelles, quoi. De semer ça au petit vicon en 12 mètres. Problème, j'ai pas de petit vicon, et le but, ce serait d'en acheter un pour faire cet essai-là, quoi. Tu traites pas tes semences de ferme? Ben non. Mon père traitait il y a longtemps. Enfin, moi j'ai pas le souvenir. Enfin, ça a été arrêté dernièrement, mais moi j'ai commencé l'apprentissage à partir du moment où ça a été interdit. Mais les traitements gauchos, alors je suis pas spécialiste de traitement, mais il s'avère que ces traitements-là étaient plus efficaces que les traitements qu'on a aujourd'hui. Enfin, ça permettait d'avoir une vraie différence entre semences traitées et semences non traitées, justement. Et on voit aujourd'hui que les traitements qui sont mis sur les céréales n'ont plus aucun effet, et même pire, on voit que certains insecticides, enfin, on met quand même un insecticide ou un traitement sur de la semence, et ensuite on met cette semence-là avec ce traitement-là en terre. Donc, depuis que j'ai étudié pas mal l'agronomie, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de pire que de mettre des traitements directement sur la terre, ou dans la terre, même encore pire, et que ça avait des gros impacts agronomiques. Donc du coup, vu que ça coûte de l'argent, qu'on n'en voit pas forcément le bénéfice comparé à semer légèrement plus fort, ben, on a décidé depuis 2 ans, avec mon père, d'arrêter de traiter cette semence. D'arrêter de traiter toutes les semences d'ailleurs. Les seules semences qui sont traitées, c'est celles qu'on achète parce qu'elles sont traitées de base. J'ai combien d'hectares en tout? 135. 135, avec la suppression de l'ICHN, on est passé à 120 hectares sur 135 de cultivés. 120 à peu près. Parce qu'avant, on avait que 70 ou 80 de culture, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ils ont supprimé dans toute la région, parce que moi je suis en Deux-Sèvres, donc toute la région Nouvelle-Aquitaine, l'Europe a décidé, enfin, ou la France a décidé, et la région a décidé que l'élevage n'était pas rentable en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, du coup, ils ont décidé de enfin, l'ICHN, c'est une prime à l'hectare de prairie, mais c'est une aide à l'élevage déguisée. Et ben, vu qu'on n'avait plus cette aide-là, on n'avait aucun intérêt à avoir 30 ou 40 hectares de prairie. Du coup, on a plus ou moins tout cassé, ce qui est possible de casser, et puis on a tout passé en culture, quoi. Pour rebondir sur les commentaires, je me fais aussi critiquer, mais de toute façon, il y aura toujours critiquer. Ça, c'est sûr. C'est sûr, mais si tu fais des French Farmer Girl, tu fais des vidéos sur les filles, toi, si je dis pas de bêtises. T'as reçu une critique d'Agribofix. Ouais, je pense que ça doit faire depuis que la chaîne commence à percer, et je pense bah, il a dû voir deux, trois vidéos, et puis bah, vu que lui, il est pro labour,
il a pas pu se retenir. À mon avis, il a dû voir une, deux, trois vidéos où je critique le labour. Et puis, vu que lui, cette année, il a tous mis en labour, et que et que lui, il est pro labour, pro tracteur, tout bout. Enfin, ça lui plaît de faire du tracteur et de bouffer du fioul, et ça l'a un peu énervé. Ce qui est le but, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il m'a lâché un commentaire gratuit, et puis ensuite, ça fait monter le référencement, donc tout bénef pour moi. Mais sinon, Agribofix, j'ai rien contre lui, hein. Je suis le premier à regarder ses vidéos, mais c'est pas pour ça que je rage et que je mets des commentaires négatifs sous les siennes, quoi, par contre. Quand une vidéo me plaît pas, je zappe et je m'en vais. Et je, je bouffe pas mes dents dans les commentaires à rager sous les vidéos des autres. Où il n'y a pas. Soit s'il y a un truc qui m'intéresse, je vais peut-être poser une question. Mais sinon, à part ça, je vais pas mettre un pouce vers le bas ou un commentaire négatif, je vois pas l'intérêt. Par contre, j'arrive bien à les provoquer, les commentaires négatifs. Ça, je suis content là-dessus. Parce qu'il y en a plein sous les vidéos qui arrêtent pas de dire bon allez, dernier commentaire, hein. Après je réponds plus, hein. Puis après il dit ouais, ça fait déjà 2 commentaires que j'ai arrêté, il est borné, il veut rien entendre. Mais arrête de commenter alors. Parce qu'ils arrêtent pas de dire ouais, j'arrête d'essayer de négocier avec lui, mais à chaque fois il rajoute un commentaire. Donc au final, c'était ça tout partout en dessous de la dernière vidéo. Du coup, la moitié des commentaires sur la dernière vidéo, c'est des trucs qui veulent rien dire. C'est juste pour dire j'en ai marre d'essayer de discuter avec lui parce qu'il veut pas écouter. Bon ben alors arrête et va attendre la vidéo. Voilà, c'est tout. Euh, Nous pas un grain de blé semé. Pas réussi, juste l'orge. Et ça marque toujours tout juste les rangs. Euh, Mais Mathieu, t'es en système labour, toi, ou c'est comment? On va répondre au fameux débat du grain mètre carré, qui veut que j'en parle. Donc Simon, que vous voyez dans les commentaires, c'est lui qui fait mes vidéos. C'est le vidéaste qui travaille pour moi, qui filme, qui monte. Donc tous les beaux réels que vous voyez, les 2000 abonnés sur Insta, je les dois principalement à lui, parce qu'il fait vraiment du travail top moumoute. Et donc du coup, pour parler des grains mètre carré, ce que je voulais essayer d'expliquer, c'est que en disant qu'un grain n'est pas une unité de mesure, pour qu'un grain fasse soit une unité de mesure, comme j'expliquais, il faut que ce soit l'équivalent d'un centimètre. Et surtout, je vais ensuite vous expliquer pourquoi maintenant tout le monde sème en grains mètre carré. Ils se sont fait avoir par pour moi un vice du système. Un grain, en fait, c'est pas une unité de mesure parce que tous les ans, peu importe les variétés, c'est pas le même grain. Je m'explique, c'est-à-dire que pour qu'un grain soit une unité de mesure, il faut que peu importe les variétés, peu importe les années, il ait le même PS, la même taille, la même forme et la même capacité germinative. Or, il n'y a aucun marchand de semences qui est capable de vous garantir à 100% la levée des grains. Oui, aussi, ça me permet de rebondir là-dessus, c'est que pour qu'un grain soit une unité de mesure aussi, il faut que 100% des grains lèvent. Enfin, germent et lèvent. Et ensuite, il faut que 100% des grains donnent le même résultat. C'est-à-dire le même nombre de pieds, le même nombre d'épis, et la même quantité de grains dans les épis, avec, encore une fois, dans les épis, que des grains de la même taille. Or, c'est jamais le cas. Il n'y a aucun marchand de semences, même en faisant de la semence certifiée, qui est capable de vous garantir à 100% la levée de tous les grains. Ils vous vendent que de la semence qui lève à 99,4,5,6,7%, mais aucun n'y arrive à vous vendre de la semence qui lève à 100%, tout simplement parce que c'est physiquement impossible. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est pas une unité de mesure. Et ensuite, pourquoi depuis des années, depuis quelques, enfin ça fait peut-être même 20 ou 30 ans maintenant que les mecs fonctionnent comme ça, tout simplement parce qu'à la base, les mecs qui nous vendent la semence, ils se sont dit, ils la vendaient au poids, et ensuite ils se sont dit,
pour le même volume, est-ce qu'on pourrait pas arriver à en vendre à plus de monde? Du coup, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que si on vend de la semence au grain, eh ben on peut en vendre à plus de personnes que si on la vend au poids. Parce que peu importe la variété, c'est au grain. Donc certains vendeurs, on peut imaginer ensuite qu'ils vont se tourner vers des variétés qui font des plus petits grains. Donc comme ça, ils vendent moins en tonnage de semences et ça permet aussi en logistique derrière de mettre plus de semences au même endroit, donc d'augmenter les stockages pour le même volume dans un bâtiment. Et ensuite, ça permet aussi d'augmenter le nombre de clients, parce que pour le même volume de semences, vous le vendez à plus de clients. Et ensuite, ça vous permet aussi de vous vendre aussi la semence plus chère ramenée au kilo, vu que de base c'est toujours le même volume, et vu que vous le vendez au grain, vous le vendez à plus de monde. Donc du coup, si un sac de semences, plutôt que de le vendre en 25 kg, vous le vendez en nombre de grains, et vous vendez plus de sacs. Et ils n'ont pas baissé les prix, ils les ont même augmentés. Donc au final, c'est même volume pour plus de clients et vendu plus cher. Donc au final, c'est tout bénef pour l'agro-industrie. Et dans ce cas-là, si vous voulez semer au grain, je vois pas pourquoi vous semez avec des semoirs en ligne, autant semer au monograine, mais semer du blé au monograine, ça n'a pas marché très longtemps. Tu regardes qui comme youtubeur? En général, vu que j'ai décidé de plus lâcher de vue à ceux qui labourent, il n'y a plus grand monde, quoi. Gabi qui me partage, Gabi des Paillots de France. Qui c'est que je regarde d'autres? Marc A27 de temps en temps, parce que il est rigolo, et puis il est très divertissant, malgré qu'il dit, à mon sens, beaucoup de bêtises, mais il est pas en train de devenir le youtubeur agri le plus connu pour rien, c'est qu'il a un vrai talent pour le divertissement. En revanche, quand il dit qu'il est ingénieur agronome, ou qu'il est agronome, c'est pas vrai. C'est des bêtises. La vraie définition d'un ingénieur agronome, c'est quelqu'un qui crée des systèmes vivants avec des plantes. Et donc à partir du moment où tu passes ne serait-ce qu'un outil dans un champ, c'est plus de l'agronomie, c'est juste de la ferraille. Beaucoup de gars en ACS vers chez toi. Tiens, salut Jean, Baudry. Beaucoup de gens en ACS, pas vraiment. Après, ACS, avec les groupes Facebook pro-agronomie, là, ça veut tout et rien dire. Alors, ça dépend ce que vous entendez par ACS. Moi, j'ai pas la prétention de dire que je fais de l'agriculture de conservation. Pour moi, c'est pas la bonne définition. Pour moi, agriculture de conservation, c'est surtout réinventer du concept sur du concept. C'est-à-dire que on avait déjà un truc qui s'appelait comme ça avant, ça s'appelle le semi-direct sous couvert. Et depuis qu'il y a eu la prime carbone là, pour essayer de faire de l'HVE, là j'ai pas trop suivi ce truc-là, mais en gros, vendre le carbone qu'on stocke à des entreprises qui entre guillemets polluent, vendre le carbone qu'on stocke sur les fermes. Et du coup, ils ont réinventé ce terme-là là, de agriculture de conservation des sols, alors qu'en fait, c'est pas de la conservation, c'est de la construction de sols. Puisque à partir du moment où on fait du semi-direct sous couvert, il faut raisonner son sol en termes de couches comme un millefeuille. C'est-à-dire qu'une couche de couvert se superpose avec les années. Et c'est comme ça qu'on fabrique du sol et du patrimoine sol. Donc c'est même pas de la conservation, c'est carrément de la construction et de la fabrication de terre. Donc qu'est-ce qu'il m'a dit mon copain Adrien là? Question un peu moins technique, tu peux nous parler des futurs projets? Futur projet, la chaîne, le but ce serait en 2023, c'est chose faite. Le but c'était de commencer à me faire connaître
Et le but en 2024, c'est de rendre la chaîne et le site internet surtout rentable avec du contenu payant. Peut-être pour ça qu'il y en a qui se posent pourquoi je fais pas de cagnotte ou des trucs comme ça pour financer les vidéos. Parce que le seul but de comment j'aurais aimé que j'aimerais être soutenu, c'est en échange de contenu payant, quoi. Ça me permettrait de financer les vidéos, puisque pour l'instant j'investis dedans. Et ça permettrait en retour de vous donner du contenu pointu et surtout de rendre ma chaîne et mon site internet utile. Utile à ceux qui veulent bien en profiter, tout simplement. Baptiste Marchais a rejoint la vidéo. Ça y est, je suis une star. Salut Baptiste. Et t'es en plein après-midi là au Texas. Est-ce que Agribofix fait des lives et a Baptiste Marchais sur ses lives? Je ne crois pas. Moi j'ai Baptiste Marchais sur mes lives, ça y est. Je me sens plus. Pourquoi il y a des sacs de semences de 500 000 graines à 23 kilos et d'autres à 26? Je l'ai expliqué tout à l'heure en fait. Après je sais pas, ça se trouve il a posé la question tout à l'heure. Je vais répéter, c'est pas grave. Voilà, c'est la différence de la taille de grain qui fait le poids. Voilà, mais si t'as 500 000 graines avec un poids avec des petits grains, tu vas avoir un sac aux alentours de 23 kilos. Et si t'as 500 000 graines avec un gros PMG, tu vas avoir des sacs à 26 kilos. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Fabrique, il dit il faut le nouer au Vader pour semer au monograine toutes les. Ouais, mais t'as vu le prix du semoir? Je l'avais vu. Il me semble que c'était au CIMA qu'ils l'avaient présenté pour la première fois. Je sais plus quel salon. J'avais été avec des copains. Et ouais, ils ont sorti Vaderchat. Ils ont sorti un. Si c'est bien de ce semoir-là que tu parles, ils ont sorti un semoir monograine pour tout faire en gros. Mais encore une fois, ça va dans le mince, comment dire, ça va dans la direction opposée de ce que je prône sur la chaîne et sur les réseaux, c'est-à-dire que moi j'estime qu'il y a assez de semoirs d'occasion sur le marché et que ensuite pour utiliser ce semoir-là, c'est obligatoirement une turbine électrique et tout ça, donc j'ai expliqué dans la vidéo de la présentation du semoir pourquoi je voulais pas entendre parler des semoirs avec soufflerie, etc. C'était à cause de panne trop importante. Alors, quand le semoir est neuf, pas de souci. Mais dès que le semoir va vieillir, vous allez avoir des capteurs qui vont lâcher, etc. Et vous allez vous apercevoir certaines descentes ou la moitié du semoir ou tout le champ que ça pas semé quand à la levée, quoi. Et à la levée, si vous avez semé, je sais pas, la semaine dernière et que derrière, comme cette semaine, vous prenez encore 50 mm sur le coin, et vous pouvez plus semer. Et trop tard. J'ai fait quoi comme étude? J'ai fait un BP TCEEA au Cicodière à Bressuire. Ouais, j'ai dû faire j'ai fait 3 lycées agricoles différents. J'ai fait les Cicodières à Bressuire, donc lycée public, un BP sur 2 ans. Donc c'était l'intitulé du truc, c'est Travaux et conduite et entretien des engins agricoles. Donc en fait j'ai fait toutes mes études pro en apprentissage. Je fais que de l'apprentissage. J'ai fait 6 ans d'apprentissage. Ensuite j'ai fait bac pro à Sèvres Europe à Bressuire toujours, mais c'était à la MFR cette fois, donc privé. Et donc oui, bac pro MMA, donc c'est maintenance des matériels agricoles. Donc c'est un bac pro. Donc dans le diplôme il y a 2 diplômes. Il y a le CAP qui donne enfin faut passer en première et ensuite bac pro. Et ensuite j'ai fait un BTS dans une autre MFR que je citerai pas parce que j'ai pas eu mon diplôme. Et je pense savoir pourquoi je l'avais pas eu. J'ai eu
j'avais la moyenne partout au CCF. Et aux examens finaux, je me suis fait aligner. Alors que les profs m'avaient dit ouais, c'est bon, tu peux y aller comme ça, tout. Donc je vais pas en dire plus sur la dernière MFR, mais sinon, Codière et Serre Europe, globalement très bien. Quand j'y étais, je disais, je donnais plein de critiques, parce que je suis quelqu'un de très critique et j'essaye toujours de chercher comment ça pourrait être mieux et tout. Donc je passais mon temps à critiquer et au final, le dernier que j'ai été, c'était le pire de tout. Donc salut, bon courage pour expliquer ta façon de travailler. Malheureusement, en agricole, ça critique pas mal. Bah, c'est surtout les rageux qu'on entend parce que ramener au nombre de vues, c'est globalement positif. Et même dans les commentaires négatifs, il y a plus de commentaires positifs que de négatifs. Donc forcément, on s'arrête toujours sur les commentaires négatifs. Parce que dès qu'il y a un commentaire positif, on dit merci, voilà, sympa, et hop, et on passe à autre chose. Et on s'arrête que sur le négatif. Ça, c'est normal. Et sinon, c'est pour ça que je fais le live aussi sur Insta ce soir. Parce que la communauté Insta, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est les commentaires les plus intelligents sur Insta. Alors que alors les pires, j'ai essayé de faire 2-3 TikTok. Ouais, il y a vraiment, c'est vraiment le club des secpas TikTok. Alors je sais pas si je vais continuer à en faire, parce que ça a l'air d'être devenu très dur enfin, ça a l'air d'être devenu aussi dur que sur Insta de se faire connaître sur TikTok. Donc pour l'instant, je vois pas l'intérêt de continuer, mais je vais voir, peut-être que je vais republier d'autres trucs. Bravo pour le contenu que tu proposes. En tout cas, merci de ta réponse. Plein d'encouragements. Merci Adrien. Interrang 25, oui, bah pour les semoirs monograines, toutes les marques vont s'y mettre hein, de toute façon. Interrang plus serré. Vu qu'ils vendent à la graine, ils vont pousser le truc jusqu'au bout. Et vu que l'idéologie en ce moment, c'est de nous faire croire que les désherbants c'est mal et que la bineuse c'est bien, enfin, parce que vous comprenez, les traitements ça pollue. Alors si c'est juste ça l'argument et que il y a pas d'analyse de sol pour prouver que ça pollue, c'est problématique. Donc du coup, oui, ils vont pousser le délire jusqu'au bout de grains mètre carré à semoir monograine pour toutes les cultures. Et ben, vous allez multiplier par 10 les heures de tracteur, parce que si vous semez interrang 25 et que le but c'est de biner dans l'interrang, comme tu dis, Kylian, et ben vous allez multiplier la consommation de fuel par entre 5 et 10, sachant que ça fait bon, ça fait 2 ans que j'y réfléchis, c'est d'où l'un des gros points de pourquoi je suis passé en semi-direct, c'est que quand ils nous ont dit qu'ils allaient passer le diesel à 2 euros du litre, il y a tous les neuneux là, de l'agriculture et les routiers en même temps qui se sont dit ah ben c'est le diesel à la pompe. Ah ben c'est pas grave, nous dans l'agricole on est au rouge et puis en poids lourd on est en GPL, donc si nous on n'est pas emmerdés, pas de problème. Sauf que ils ont dit diesel à 2 euros du litre. Ils ont pas dit, ils nous ont pas expliqué la fumisterie qu'ils allaient nous mettre, c'est-à-dire stratégie de l'État divisée pour mieux régner, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par à sticker les gilets jaunes, et ensuite on est là maintenant, ben, on est à 1,7 en ce moment, mais c'est pas exclu que ça remonte. Donc on va avoisiner régulièrement les 2 litres, enfin les 2 euros du litre, et ils vont faire pareil en poids lourd, et ils vont faire pareil en agricole. Bientôt. Là, cet été, on a eu du rouge à 1,60 € du litre. Et c'est pas exclu que d'ici 1 ou 2 ans, on ait du fuel à 2 € du litre. Vous vous doutez bien que si vous vous mettez à, à essayer de vous passer des désherbants et à le remplacer par des binages, vous vous doutez bien que
même si vous n'êtes pas d'accord, même si ça pollue, et en fait, l'économique va vous arrêter très vite. La raison principale de pourquoi faire du semi-direct, c'est juste que c'est plus rentable, point. Même si vous faites moins de rendement, c'est comme les mecs qui sont amusés à dire que c'était faux, que j'avais pas fait 80 quintaux secs en maïs grain dans mes champs. En fait, même s'ils avaient raison et que j'aurais magouillé les images et que je mentirais et que j'aurais pas fait ces rendements-là en maïs, ben, c'est simple. Même s'ils ont raison et que j'ai soi-disant fait 40 quintaux, ben en fait, ça change rien en fait. Que j'ai fait 40 ou 80, de faire 40, c'est toujours plus rentable que de faire 80 en système labour. Et plus les années vont passer, plus le prix du fuel va monter, plus ce sera pire en fait. Et on est rendu à une aberration où les mecs aujourd'hui en système labour, et encore pire pour ceux qui ont de l'irrigation, les mecs sont en système labour irriguant plus, et en fait ils sont obligés de faire des rendements stratosphériques juste pour arriver à l'équilibre, juste pour payer les frais d'irrigation et de mécanisation. Et vu que le prix du fuel et de l'électricité, ça fait pareil, ça monte de 10% tous les 6 mois, ben, vous faites... Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que ça va pas bien se passer. Donc je préfère faire du maïs avec un sol qui fonctionne et qui garde l'eau dans le sol, pour faire du maïs qui, au moment du battage, est plus ou moins sec et que j'ai juste à les mettre dans mes caissons double fond et de sécher 3 jours, plutôt que de rajouter de l'eau, travailler mon sol à outrance, que vu que l'irrigation, quand on travaille le sol, il n'y a pas de débris végétaux en surface, donc ben, ça compacte les sols, alors ensuite il faut redécompacter, enfin un chantier quoi. Pas trop galère de sécher le maïs sans qu'il prenne en masse dans tes remorques. J'ai pas compris la question, Sébastien. La partie agro, j'ai en partie... ouais, tu parlais de tes études. La partie agro, tu as appris sur le terrain, du coup. Ben, sur le terrain, oui, parce qu'en France, c'est pas tellement développé. J'ai regardé beaucoup de conférences. Et c'est pour ça aussi que j'ai monté la chaîne YouTube. C'est-à-dire que à chaque fois que vous regardez une conférence d'un mec différent, en fait, vous avez un point de vue différent. Et il faut faire le tri entre les arguments fondamentaux, comme j'arrête pas de le rappeler sur la chaîne, et les arguments qui sont de l'ordre de la vie. Et en fait, il faut regarder beaucoup de contenu, faire le tri, et en fait, ça prend énormément de temps. Moi, j'ai pris, et je regarde encore aujourd'hui, puis il faut se les taper, les conférences, parce que quand vous avez un mec en face qui parle pendant 8 heures avec une voix monotone, enfin, c'est assez compliqué, quoi. Donc voilà. Donc ouais, mais de toute façon, il y a pour tout métier du monde maintenant, il y a un tuto sur YouTube. Alors si vous voulez apprendre quelque chose, aujourd'hui on peut apprendre tous les métiers sur YouTube. Il faut juste apprendre à faire le tri. C'est ça le plus gros du problème. Tes meilleurs souvenirs à l'école, Mathieu Limousin. Bah oui, tu fais partie des premiers camarades de classe dans le milieu agricole, toi. Hop, alors. Bravo, continue. Merci, Denis. Fais gaffe pour les vidéos sur les vaches. Ouais, bah, c'est toi qui filmes, hein, Simon. T'auras qu'à filmer correctement. Antoine Nolo, notre projet sportif pour l'instant, on va le garder pour nous. On va pas mettre la charrue avant les bœufs et te parler d'un truc qu'il fera jamais quand on sera... Mais oui, le but, pour ceux qui sont là depuis le début, j'ai des projets de... Enfin, j'ai des bâtiments volailles sur la ferme qu'on a arrêtés parce qu'on
On a vite vu qu'on allait laisser notre peau en temps et en argent, parce qu'on sait pas faire de la volaille, tout simplement. Faut dire la vérité. Et donc, du coup, avec un pote qui s'appelle Antoine aussi, comme moi, on se pose la question de pourquoi pas monter une salle type CrossFit pour faire venir les gens dans notre ferme, enfin dans ma ferme, et vendre du sport et pourquoi pas les produits de la ferme ensuite. J'en dirai pas plus. Désolé pour le maïs en remorque, mais tu avais répondu à ma question quelques secondes avant. En gros, plus ton maïs est humide, plus il chauffe, plus il se colle et durcit. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ah bah, je suis arrivé au bout des... J'étais arrivé au bout des questions. Bah oui, de toute façon, si t'as le malheur de laisser ton maïs dans la trémie de ta machine alors qu'il est humide, c'est sûr que ça va avoir tendance à coller. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que dans les gros séchoirs, vous avez un manège qui tourne pour brasser le grain. C'est pas pour rien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres il y a d'autres questions? On arrive à combien de temps? Est-ce que j'ai encore de la batterie sur mon téléphone? Ouais. Hop. Ouais, du coup, ça me permet de rebondir sur le commentaire de... Parce que j'avais dit que je parlerais en story. Le commentaire il me semble qu'il s'appelle Arthur, c'est ça? De Agribofix. Bah, c'est pas pour parler de lui, mais c'est juste que c'est une mentalité générale, en fait, en ce moment, en France et dans le milieu agricole en général. C'est-à-dire que les mecs, bon, déjà, ils expliquent que je suis intolérant et derrière, ils m'expliquent comment il faut que je fasse. Mais si c'est vous les intolérants, parce que normalement, tout est dit dans la première phrase. Chacun fait comme il veut. Bah donc, commentez pas pour m'expliquer qu'il faut que je fasse du labour. Et ensuite, c'est la mentalité française du moment, c'est-à-dire que euh, chacun fait comme il veut, c'est pas un argument valable. Dans ce cas-là, une racaille qui, on va dire, agresse une fille et lui met une main au cul, faut le laisser faire parce que ça lui fait du bien, il a envie. Vous voyez? Donc si on commence à, oui, mais chacun fait comme il veut, bah, dans ce cas-là, on laisse les pédophiles tranquilles et on laisse les racailles faire ce qu'ils veulent. Le petit Thomas là qui s'est pris un coup de couteau à Crépole, bah, en fait ils avaient envie de le tuer. Donc si chacun fait comme il veut, laissez faire les gens. Donc vous voyez, quand on commence à rentrer dans cette logique-là, on comprend très vite que c'est complètement idiot de sortir une phrase chacun fait comme il veut. Et ça me permet de rebondir aussi ce principe-là. Je sais pas vous, mais moi, je travaille pas de cette manière-là parce que j'ai envie. Je fais du semi-direct sous couvert, je fais l'agriculture que je pratique à l'heure actuelle parce que j'estime que c'est la meilleure chose à faire. Et je fais les choses parce que j'estime que c'est un devoir de les faire comme ça et pas parce que j'ai envie. On fait pas les choses par envie, on fait les choses parce que c'est ces choses-là qui doivent être faites et non parce qu'on a envie de les faire. Parce que sinon, si vous attendez que vos envies, vous n'allez pas vous lever le matin pour aller travailler. Euh, Moi, le matin, en embauché, si ça arrive un jour par an où j'ai envie, si les jours où on a envie, c'est quand il fait beau et on s'en va moissonner. Sinon, le reste du temps, on n'a pas envie. Et il faut arrêter de dire chacun fait comme il veut et faire les choses en fonction de ses envies, parce que bah, déjà, c'est de la merde. Euh, il faut faire les choses parce qu'elles doivent être faites. Point. Euh, Salut à toi, salut Samuel. Tu as déjà travaillé à l'extérieur que dans ta ferme? Bah oui, mon BP, le premier diplôme que j'ai passé, je l'ai fait dans une ferme dans la Vienne. Mon bac pro en mécanique, je l'ai fait dans une CUMA en Loire-Atlantique. Et le BTS que j'ai pas eu, je l'ai fait chez moi. Mais voilà. Mais oui, oui, à chaque fois que... Sauf la dernière formation, parce qu'en fait, vu que j'étais rendu à l'âge où j'étais rendu,
ça allait être compliqué de trouver un patron qui veuille me rémunérer le dernier barème du pourcentage du SMIC quand vous êtes en apprentissage, quand ça fait 6 ans que vous êtes en apprentissage, et donc vous avez entre 19 et 21 ans, ça devient cher pour le patron, ça devient pas forcément rentable. Et donc, vu que j'habitais pour le dernier diplôme au même endroit que je faisais mon apprentissage, quand on est à la ferme familiale, on travaille les week-ends, donc les week-ends, les jours fériés, et même si des fois il y a besoin, en rentrant des cours, on s'en va faire 2, 3 trucs, donc ça compense. Mais oui, sinon, les 2 autres diplômes que j'ai passés, j'ai changé de département, donc oui, j'ai bougé. Euh, Loire-Atlantique, c'est plus ou moins les mêmes terres que nous, enfin les mêmes terres que chez moi en Gâtine, en Deux-Sèvres, sauf qu'il y a beaucoup moins de relief, donc c'est plat. Et sinon, j'étais dans la Vienne, sinon, donc en dessous Poitiers. Et là-bas, c'est de l'argilo-calcaire. Donc oui, j'ai vu différents types de terres, différents types d'élevage, etc. Tu as quelle correction GPS? RTK. C'est le. Si je dis pas de bêtises, c'est le Starfire 6000. Si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça. Mais oui, c'est la précision RTK. De toute façon, il me semble que John Deere vend pas une autre précision. À part peut-être pour ceux qui mettent un moteur électrique sur le volant. Sinon, de toute façon, le fait que John Deere soit beaucoup plus compétitif sur sur tous les GPS, ça vient du fait que l'antenne relais, elle est dans chaque concession. Donc, comparé à un Trimble, si vous voulez acheter un RTK Trimble, ben, il faut soit que vous ayez un voisin qui a un GPS Trimble et qui a déjà mis une antenne RTK dans sa cour, soit il faut que vous payiez cette antenne-là. Donc en fait, ça coûte un pognon, ça coûte tout de suite très cher, quoi. Et la précision RTX, c'est même pas la peine. Si je semais mon maïs en RTX et pas en RTK, ouais, déjà que quand c'est bien semé, c'est déjà suffisamment compliqué à faire rentrer les maïs à 37,5 dans le cueilleur. Alors là, ce serait même pas la peine. J'espère que ça répond à ta question, Sébastien. Tu es en semi-direct plus d'un aspect économique que écologique ou environnemental du coup. Consommation de GNR pollue plus que glypho. Ah ben c'est sûr, écologique plus qu'environnement. Bah déjà, c'est l'économie qui mène le monde, donc en priorité écologie et économique, hein. On se lève tous le matin pour remplir notre portefeuille d'argent, donc ce qui passe en priorité, c'est l'économique. Et les crétins qui vous disent que dans la vie, l'argent, c'est pas important, faut pas les écouter. Écologique, c'est une conséquence écologique, environnementale. Je vais vous expliquer après, mais consommation de GNR, de toute façon, je l'ai expliqué tout à l'heure. Quand vous faites exprès en bio de semer plus écarté pour ensuite biner, bah, vous multipliez votre consommation de fuel par 5. Donc voilà, on va bientôt arriver à 1 heure, donc ça va peut-être couper. Il y a encore des questions, donc pour l'instant je vais continuer le live, donc pourquoi pas que j'en démarrerai un autre après. Donc si jamais ça coupe, vous inquiétez pas, 5 minutes après je recommencerai un autre. Et oui, attendez, j'ai perdu le commentaire. Et oui, environnemental et écologique, oui, parce que en fait, la seule manière que votre sol dégrade des résidus phyto, c'est par le semi-direct. Je m'explique, c'est-à-dire pour dégrader les particules phyto qui restent dans le sol après des traitements, il n'y a que en ne travaillant pas son sol, que le sol se met à fonctionner en copiant le modèle de la forêt. Et c'est que comme ça que le sol, par les racines, par les mycorhizes découverts, par tout le fonctionnement de la biochimie du sol, le sol se met à défragmenter les particules de phyto, de résidus d'engrais, etc. Il les dématérialise
pour ensuite les minéraliser en minéraux admissibles par les plantes. Donc, en gros, quand on explique comme ça, euh, c'est peut-être un peu gros de le dire comme ça, mais en gros, on en arrive à les résidus se transforment en engrais quelque part. Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais et c'est la seule manière de dépolluer votre sol, c'est de c'est de le faire fonctionner sans travail du sol. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir là-dessus. Les bios qui se pensent écolo parce qu'ils n'utilisent pas de phyto, quand l'été vous déchaumez et que ça fait plein de poussière, les particules les plus légères qui s'envolent dans la poussière en premier, c'est des résidus de phyto. Donc si vous avez passé votre sol en bio et que vous vous dites c'est bon, ça fait 5 ans que je suis en bio, il n'y a plus de résidus, c'est faux en fait. Parce que déjà pendant les 5 ans, bah, tout ce qui part dans la poussière, c'est les particules fines de phyto. Donc c'est de la pollution en bouteille qui s'en va dans l'air. Et, euh, et en plus de ça, je viens d'expliquer que la seule manière de dégrader vos résidus de phyto, c'est en fonctionnant en semi-direct. Donc, tant que ces résidus-là sont dans le sol, bah, ils se dégradent jamais. En fait, ils restent là en permanence. Et les résidus dans le sol, tant que vous n'êtes pas en semi-direct, ils peuvent rester dans le sol pendant 50 ans. Donc au final, j'irais pas jusqu'à dire que, enfin, c'est passer en bio et se dire que c'est écologique. C'est avec la consommation de GNR qui fait x5, plus le fait que s'il y a eu des traitements phyto sur votre sol, et ben, vous travaillez votre sol, et ben, c'est déplacer la pollution avec le GNR et c'est en plus polluer l'air en balançant de la poussière dans l'air, quoi. Tu es installé avec ton père, du coup? Non, je suis salarié sur la ferme pour l'instant. Mais c'est tout comme, parce que mon père a des responsabilités au niveau départemental, il est maire de commune, etc. Donc c'est moi qui suis en permanence sur la ferme, quoi. Donc c'est tout comme, mais officiellement, non, je suis salarié sur la ferme. L'autonomie totale est-elle vraiment possible? Indépendance totale, même des produits de traitement ou autres. Alors, je suis pas naïf. L'autonomie à 100%, c'est pas possible. Je pense que c'est même impossible. Mais il faut chercher à y tendre un maximum. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, il faut le faire. Et c'est toujours mieux d'être le plus autonome possible que de dire de toute façon c'est impossible, du coup je reste comme je travaille actuellement. C'est euh, bah, c'est pas parce que la perfection est inatteignable qu'il faut pas chercher à y tendre, quoi. Voilà, ça devient philosophique ma façon de parler, mais c'est vrai. Quand vous avez arrêté les poulaillers, ils étaient amortis. Bah non, justement, on les paye encore. Et du coup, l'idée de salle de sport, là, le but, ce serait que le projet sportif essaye d'amortir les bâtiments au mieux, quoi. C'est bien de bouger, après c'est plus facile de parler de ces méthodes. Si tu veux dire par là que ensuite c'est... Euh, j'ai pas compris ta question. Excuse-moi Samuel, mais chapeau pour tous les essais. Merci. Tiens, il y a Salut Pierre Girard, le journaliste de Arte, il nous a rejoint. Tu as combien de vaches et quelle surface en herbe? Alors, en herbe, il n'y en a plus beaucoup. Il doit rester 10 ou 15 hectares, je crois, de prairies. Et vu que j'expliquais tout à l'heure, on a tout cassé pour mettre, enfin quasi tout cassé pour mettre en culture, sauf des parcelles qui penchent vraiment fort et où il y a des rocs partout. Enfin bref, les parcelles qui sont pas possibles à passer en culture, quoi. Et en vache, vu qu'on est en graisseur multirace, qu'on achète des lots maigres sur le marché pour les engraisser et les revendre en abattoir et boucherie, grosso modo, il y a en permanence entre 100, 180 et 200 bovins sur la ferme, quoi, en fonction de ce qui rentre, ce qui sort.
Il y a à peu près, il y a entre 100 et 150 vaches, entre 20 et 30 taurillons, et puis le reste en génisse et en veau, quoi. Pourquoi mes poulaillers sont vides? Pour des raisons personnelles. De rentabilité et de temps, enfin plein de trucs. Et puis on s'est rendu compte que cette manière de... Enfin ce mode d'élevage, c'était pas en accord avec ce qu'on avait en tête comme élevage, la concentration des animaux, etc. Donc quand on a vu la quantité d'antibiotiques qu'il fallait mettre pour faire un résultat, on s'est dit, oh là là. Plus la ventilation qui est très compliquée, et puis tout simplement, volailler, ça s'improvise pas, c'est un métier. Donc aujourd'hui, quand ils font des nouveaux projets, ils vous vendent que les bâtiments sont automatisés, donc c'est plus facile, mais ça reste, euh, ça reste de l'élevage et il faut y être à plein temps, quoi. Donc voilà. Pierre, le meilleur journaliste de France. Bah oui, évidemment que Pierre, c'est le meilleur journaliste. Tu penses que tu feras des pommes de terre vu qu'il y en a par chez toi? Non. Non, non. À part d'en faire dans mon jardin. Le problème de la pomme de terre, c'est que c'est pas mécanisable de la manière dont il faudrait la produire. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans une vidéo, c'est que la pomme de terre, à la base, ça se met pas dans la terre. La patate, c'est bolivien. Et en Bolivie, ce qu'ils font, c'est que c'est un climat tropical, ils posent la patate par terre, le plant, et ensuite ils recouvrent de paille et c'est tout. Sauf que les arracheuses de patates aujourd'hui, vous voyez bien comment elles sont faites. Elles sont pas faites pour ramasser de la pomme de terre mélangée à de la paille. Enfin, c'est très compliqué. Puis ensuite, pour planter, il faudrait des machines qui déposent du plant à même le sol. Il faudrait que sur les bouts de champ, vous rouliez pas dessus et qu'ensuite, il y a un système de paillage. Et c'est très compliqué à mettre en place. Et nos ingénieurs, avec toute l'agro-industrie, n'ont pas intérêt à nous faire produire des pommes de terre comme ça, parce que produire comme ça, vous allez supprimer tous les désherbants, vu que vous travaillez plus le sol. Enfin, tous les désherbants, ou au moins 80%. C'est le travail du sol qui fait germer 80% des mauvaises herbes. Et ensuite, tous les matériels du travaux du sol, les fraises, les buteuses et tout ça, vous les vendrez plus, quoi. Vous vendrez plus qu'un semoir, une pailleuse et la récolteuse de patates, quoi. Donc ça n'arrivera pas. La seule manière de produire de la pomme de terre, on va dire, comme il faudrait que ce soit fait, c'est le maraîchage en petite surface, c'est-à-dire que chacun fasse une petite surface à la main. C'est la seule manière de, sans détruire son sol, de, de cultiver de la pomme de terre, quoi. Quand tu dis une consommation de GNR x 5 en bio, tu compares par rapport au semi-direct? Ben oui, bien sûr. Je compare à ce que je fais moi. Et je compare même à ce que je faisais avant, c'est-à-dire en semi simplifié. Euh, En semi simplifié, par exemple, là, je faisais pas de couvert d'été, je déchaumais derrière la moisson, où je mettais du fumier avant, je déchaumais. Ensuite, deuxième déchaumage, pour faire des faux semis. Et ensuite, troisième déchaumage avant de semer, parce que ça avait relevé d'ici qu'on sème. Donc voilà, donc au calcul du GNR, il y a 3 passages, alors que quand je sème, je passe une fois. Enfin, une fois au traitement, une fois au semis. Donc voilà. J'espère que ça répond à ta question. Quel type de terre chez moi? C'est grosso modo limoneux avec 15% d'argile sous fond de silice. Bon, sur les buttes, c'est plutôt argileux. Ça qui est bizarre, c'est que l'argile est sur les buttes de la commune. Et en bas, c'est les limons. Et sous une bonne partie des buttes, là où c'est argileux, vous avez de la roche-mère en silice en dessous. Donc ça simplifie aussi, enfin, ça supprime beaucoup
Beaucoup de casse le semi-direct parce que on passe plus de coups de décompacteur, donc les boulons de sécurité, les pastilles de carbure arrachées et tout ça, vous supprimez tout. Donc, Adrien qui me dit, as-tu pour projet de faire de la vente directe avec tes bovins? Oui, bah oui, le but, comme je l'ai dit, c'est de devenir le plus indépendant possible. Euh, Devenir le plus indépendant possible pour moins dépendre des intermédiaires. Donc oui, la vente directe, mais même en tout. C'est-à-dire que j'aimerais que la chaîne aussi finance un atelier de transfo euh, pour, euh, pour les céréales aussi, pour faire de la farine. Je sais pas, si je fais de l'orge, pourquoi pas faire de la bière, on sait pas. De la bière, de la farine. Je fais déjà de l'huile, enfin j'ai possibilité de faire de l'huile là. Donc oui, pour répondre à la question de Mathieu en dessous, proposes-tu de la vente d'huile de lin? Oui, ce serait le. Bah, l'huile de lin, je sais pas s'il y a beaucoup de menuisiers qui me suivent, mais pourquoi pas de l'huile de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza aussi, pourquoi pas. Le but, ce serait d'essayer de vendre le plus possible une alimentation complète, quoi. Euh, N'as-tu pas l'objectif d'arrêter l'enrubanage bouffe plastique, mais plutôt favoriser l'ensilage par l'autochargeuse, autonomie, coût. Ben, c'est déjà ce que je fais. C'est déjà ce que je fais, privilégier le. Mais ce que je fais à l'autochargeuse, c'est l'équivalent de l'enrubanage. Ce qui change, c'est juste la manière de le récolter. Oui. Salut Antoine Lausier. J'espère que tu vas bien. As-tu des problèmes de rongeurs à cause de la couverture du sol? Pour l'instant, non. La population a augmenté, donc oui, ça. Par contre, je vois beaucoup plus de mulots, enfin de petits rongeurs. Après, pour l'instant, j'ai pas observé que ça mangeait les grains, enfin la semence, et ça fait pas de dégâts pour l'instant. Le but, c'est qu'il y ait il y a une sorte d'écosystème qui se mette en place, c'est-à-dire que certains ont à dire qu'il faudrait que les chasseurs chassent moins les renards pour qu'il y ait une population de renards plus importante, pour que ça régule les rongeurs, justement. Et pas être obligé une fois qu'on a supprimé le travail du sol par des outils, qu'on ait des problèmes de rongeurs, de taupes, etc. Le but, c'est de créer aussi, pas que de l'agronomie sur son sol, mais un sorte d'écosystème qui fonctionne avec les animaux sauvages autour. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Tu as des projets YouTube pour 2024? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but c'est que je sois le plus connu possible, donc c'est pour ça qu'il faut liker, partager, commenter les vidéos le plus possible, pour faire monter le référencement, pour que je sois plus connu et que ma parole soit plus vue et portée, quoi. Parce que, de mon avis, en ce moment, le YouTube agricole, c'est surtout tracteur, moissonneuse, transborder Perrard, charrue, gros T7, gros Fendt, et voilà. Et ensuite, cette année, les semis d'automne, massacrage de terrain, au battage et au labour, quoi. Donc voilà. Sachant que ceux qui m'ont expliqué que ça s'était mieux passé que moi à semer au labour, euh, j'attends de voir vos vidéos désherbage de blé après être passé avec votre charrue. Et j'attends aussi vos vidéos engrais. Quand va falloir répandre l'engrais, ça va ça va beaucoup me faire rire, je pense. Ou tout simplement, il y en a qui vont pas assumer et qui vont pas filmer. Voilà. Donc Agribofix, je l'attends, sa vidéo de l'engrais en février. Ou sa vidéo désherbage. Voilà. Que ce soit, d'ailleurs, que ce soit désherbage au pulvé ou à la herséterie, ou à la houe rotative, va falloir passer, hein. Parce que ce soit avec un pulvé ou un outil de désherbage mécanique, il y en a, je pense, ils vont pleurer quand ils vont devoir
quand ils vont devoir y aller fin janvier ou au mois de février. Ça va être mignon à mon avis. Bon courage pour le travail. Aller au bout de la chaîne, c'est bien, mais j'espère que tu auras du monde pour la commercialisation, etc. Oui, moi aussi j'espère, car ce temps est souvent sous-estimé. Ben, c'est aussi pour ça, c'est une des raisons qui donne encore une fois un avantage au Sminirect, décidément. C'est que vu que je passe moins de temps dans les champs, ben, le but c'est de passer plus de temps pour les trucs essentiels, c'est-à-dire se payer, parce que quand on est au cul des vaches et qu'on est le cul d'un tracteur à faire je ne sais pas combien de coups d'outils, ben, vous n'êtes pas à payer les factures, négocier les prix de vos céréales, vous n'êtes pas vous dédiez pas un budget ni du temps à construire du stockage pour stocker ces céréales sur la ferme plutôt qu'à la COP qui vous prend 50 € de la tonne. C'est tout ça en fait que vous faites pas. Ça fait combien de temps que tu es en semi-direct? J'ai déjà dit tout à l'heure, depuis les premiers essais, 3 ans. Mathieu, est-ce que je suis content de moi? Bah oui, je suis content de moi. Métaille en silage. Pâturé ou non? Bah, vu qu'on n'est plus primé pour les hectares de prairie, il n'y a plus beaucoup de pâturage. Et vu que je suis principalement en engraissement, pourquoi pas à l'occasion, des fois qu'il y ait des problématiques sur certains couverts, pourquoi pas en faire pâturer certains, pourquoi pas s'il y a une grosse période de vélage ou pourquoi pas, mais c'est pas dans les projets de faire du pâturage tournant. Le pâturage tournant est plus intéressant pour ceux qui font du lait, quoi. Parce que là aussi, c'est un gros sujet. Les mecs qui font de l'engraissement de bovins à l'herbe, c'est un peu comme si vous vouliez. C'est un peu comme si les gens qui nous expliquent le body positive en ce moment, là, de nous expliquer que c'est pas de leur faute parce que, comprenez, ils sont comme ça. On n'a jamais vu un obèse qui mange des brocolis et qui court 30 minutes par jour. Donc ben, un bovin, c'est pareil. Si vous le mettez pas dans un enclos, le bovin, il va pas, et que vous lui donnez que de l'herbe, le bovin, il va pas grossir. Donc voilà. Donc, le but, c'est principalement, même si nos amis, ceux qui ne mangent pas de viande, n'aiment pas qu'on enferme le bétail dans des enclos, mais malheureusement, on n'a pas trouvé mieux pour les faire grossir, quoi. Donc voilà. Tu as un voisin qui fait des vidéos tracteurs sur YouTube pour l'appeler pour les prochains travaux. Bah, pour quels travaux? Pourquoi tu veux que j'appelle un voisin sur YouTube? Salut, salut, tu as fait des essais... Oula, attends, ça a bougé. Tu as déjà fait des essais autour du blé noir? Bah oui, j'en ai semé, mais sauf que malheureusement, je pense que je vais pas pouvoir le récolter. Donc justement, c'est pour ça qu'on a réintroduit l'orge sur la ferme cette année. C'est que vu que l'orge, ça se récolte plus tôt, le but, ce serait de semer le sarrasin plus tôt, et donc de pouvoir le récolter plus tôt, parce que là, vu que je l'ai semé voire fin juillet, voilà. Mais là, il est aplati sous la flotte, dans la merde. Donc je vais pas pouvoir le récolter, mais au moins, il a joué son rôle de couverture, de désherbant, parce que le sarrasin, il supporte personne, donc partout où il est élevé, il n'y a pas une herbe. Et ben, le but, enfin, je sais pas, je vais voir si avec la semaine de beau qu'ils annoncent la semaine prochaine, parce que je me suis concentré pas mal sur les semis de céréales, je vais essayer de voir si je peux arriver à semer un couvert à travers pour un futur maïs. Voilà, donc j'espère que Emilien Etienne, ça répond à ta question. Déjà essayé le sorgho multicoupe et pois protéagineux. Bah, sorgho multicoupe, c'est la vidéo récolte couvert d'été. C'est ce que j'ai fait cette année. J'ai récolté mes couverts en 2 fois cette année, c'est-à-dire pas tout au printemps. Une partie au printemps, vu que l'engrais était devenu hors de prix en automne de l'année dernière. Ce qu'on avait fait, c'est que c'est qu'en gros, on avait privilégié un peu d'urée pour les céréales. On avait semé 19 hectares
de blé févrole, pour essayer de faire et de la févrole et du blé en même temps, pour que la févrole booste le blé, hein, pour que sur cette surface-là, on mette pas d'engrais. Et donc on avait mis de l'engrais sur du triticale et sur du blé, et on n'avait pas mis sur les... ou très peu sur les couverts. Donc du coup, ça a fait des couverts moins volumineux. Et sachant qu'il y avait des couverts qui avaient loupé aussi, vu que c'était le début des couverts, enfin du semi-direct sur certaines parcelles, du coup on avait de la rémanence phyto, il y avait une partie de champ qui n'avait pas levé. Et donc du coup, vu que j'ai semé cette année hop là, petit rototo, mes premiers couverts d'été, j'ai fait 25 hectares, 25. Même une bonne trentaine, une trentaine d'hectares de sorgho. Sorgho multicoupe. J'avais essayé de mettre un reste de semences que j'avais avec, mais vu que elle avait été mal stockée, bref, elle avait chauffé, etc., ça a pas levé. Il n'y a que le sorgho qui a levé, mais le sorgho a très bien joué son rôle. Et vu que j'avais pas mal vu que l'année dernière, en du fait qu'on n'avait pas traité les semences, on les avait pas triées non plus, sauf qu'on s'est pas rendu compte, mais il y avait plein de raigrats à travers. Donc du coup là, à la récolte du blé, il y avait plein de raigrats à travers le grain. Donc en fait la moissonneuse a ressemé du raigras, donc pour une bonne partie des couverts, j'ai même pas eu besoin de le semer, il y a pas mal de raigrats partout. Donc il y a une bonne partie de couverts que j'ai pas semé, parce qu'il y avait déjà plein de raigrats en repousse du sorgho, il y avait pas mal de raigrats à travers. Donc la fauche l'a fait repartir, et donc j'ai du raiggras sauvage gratuit qui est semé. Tu en penses quoi du strip-till? Bah c'est du travail du sol, donc je suis contre. Et c'est se compliquer la vie parce que c'est un passage de strip-till et ensuite il faut que tu passes au GPS et que tu sèmes derrière, ou à moins que tu fasses les deux en même temps, mais c'est du travail du sol sur le rang. Alors c'est un effet minime, mais enfin, c'est l'équivalent d'un binage, quoi. Ça consomme ta matière organique comme du travail du sol classique, sauf que les effets sont moindres, mais c'est c'est pas de l'agronomie non plus. C'est du SMIDI, enfin c'est du travail du sol sur le rang, donc c'est du travail du sol sans être du travail du sol, donc je suis contre. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait un youtubeur par chez toi qui filme des tracteurs. Tu devrais l'appeler pour filmer quelque chose. Euh, déjà, c'est qui ce youtubeur-là, Quentin? Et ensuite, pourquoi faire? Pourquoi faire des vidéos de tracteurs? S'il y a un truc intéressant à faire, pourquoi pas, mais oui, pourquoi pas, mais je vois pas l'intérêt de faire une vidéo avec quelqu'un d'autre, à part pour quelqu'un qui ferait la même chose que moi, ou qui voudrait, ou pourquoi pas, moi ce que j'aimerais, c'est que ce serait qu'il y ait des youtubeurs connus qui me contactent, et ça me permettrait de me faire de la pub pourquoi pas qu'ils voudraient essayer ma façon de cultiver, et que je leur montre ma façon de faire, qu'on dédie une surface comme je le fais chez moi à un essai, et qu'on compare avec ce qu'il fait habituellement. Et ensuite, ça permettra si ce que je dis c'est de la merde, ça va vite s'arrêter. Puisque apparemment, vu que je dis des conneries, ça permettrait de direct voir si je dis n'importe quoi. Et par contre, ça permettrait s'ils font exactement ce que je dis sur une surface et qu'ils font exactement comme ça leur chante sur l'autre partie si on divise une parcelle en deux, mais on va vite voir qui c'est qui a raison, en fait. Et on se laisse une deadline, c'est-à-dire un an ou deux, et ensuite on regarde combien de rendement ça fait, et surtout le côté économique. Tous les passages qui ont été faits, et ça permettra ensuite de voir tout simplement qui détient la vérité. Et la vérité, elle est premièrement économique et ensuite elle est pragmatique, pardon. C'est-à-dire que c'est le résultat qui compte. Donc voilà. Mais j'attends que ça, hein, mais malheureusement, moi compris dedans, hein, je me comprends, je me comprends dedans. On est des gens dans le milieu agricole très orgueilleux, on croit tous avoir la bonne façon de faire. Et,
Et ça m'étonnerait qu'il y en ait qui me contactent pour faire des essais chez eux. Vu comment je suis clivant dans les vidéos, c'est pas demain la veille, à mon avis, qu'on va me contacter. Thomas, tiens, salut, salut. Emilien qui pose une question. Oui, super, je te remercie. J'ai envie de faire un essai sur sur de la motte, sur des parcelles jamais travaillées, voir ce qu'il peut donner. Alors, qu'est-ce que tu entends par parcelle jamais travaillée, en prairie ou machin, ou précise, parce que je veux bien voir un tournesol en direct. Bah, c'est comme du maïs, j'en ai pas fait cette année. Je voulais faire de la semence population, vu que le tournesol, je le ferai que pour le presser, si jamais j'en fais, pas pour le vendre. Parce que j'ai vu que j'ai déjà une presse chez moi, l'huile, on le fait pour le presser et faire de l'huile, donc vu que j'ai la presse chez moi maintenant. Et en fait, j'ai semé une variété population, donc déjà elle a très mal levé. C'est ça le risque en semence population, c'est qu'il faut que ça s'adapte avec les années en ressemant la semence à son sol. Et en plus, le peu qu'avait levé, j'ai un voisin, la moitié cassos, là, qui avait mis un bouc dans le champ d'à côté. Le bouc s'est détaché, il a bouffé toutes les fleurs, le con. Donc plus de tournesol. Alors que j'en avais fait que sur un champ de 30 arts, donc génial le tournesol en direct. Donc en fait, j'ai pas pu vous faire une vidéo sur du tournesol parce que il a très mal levé et en plus il y a un bouc qui a tout bouffé. Donc perso, je passe en TCS pour toutes mes cultures. Printemps. Trop de bouillon en direct. Comment ça, trop de bouillon? Que tu travailles ton sol ou pas, si t'as du bouillon, c'est que ton sol il draine pas l'eau. Donc qu'est-ce que tu penses des systèmes en agroforesterie? Ben pareil, l'agroforesterie, c'est comme agriculture de conservation. C'est remettre un nom sur un truc qui se faisait déjà il y a 1000 ans. Enfin, voire même il y a plusieurs milliers d'années. L'agroforesterie, c'est juste de l'agriculture bocagère. C'est juste mettre des arbres autour des champs. Euh, et voilà. Qu'est-ce que je pense de l'agroforesterie? Bah, j'estime que mettre des arbres pour mettre des arbres, je trouve ça idiot. Ceux qui jurent tout par les arbres, s'ils font pas de semi-direct, ça sert à rien de mettre des arbres pour mettre des arbres. Ensuite, mettre des arbres, il faut mettre des arbres pour une raison. C'est-à-dire que l'arbre, c'est un outil de production comme un blé ou comme un maïs. Sauf qu'il faut mettre des arbres pour quelque chose. Si tu as des terres pour mettre des arbres fruitiers, mets des arbres fruitiers, et puis ben, tu deviendras producteur de fruits. Ça aussi, c'est un truc que beaucoup comprennent pas, c'est que vous choisissez pas ce qui pousse sur votre sol. C'est votre type de sol. Ça, c'est les bourguignons qui parlent de ça très souvent. C'est-à-dire que ce qui fait que, par exemple, il y ait du Saint-Émilion à Saint-Émilion, c'est le type d'argile qui est fait pour faire pousser des grands vins. Pareil pour un Bourgogne, enfin pareil pour les régions de vin. Si on fait pousser des grands vins dans des régions de France où il y a beaucoup de vin, c'est parce que c'est principalement ça qui pousse. S'ils faisaient du blé ou du maïs, ça donnerait rien. Et ben c'est pareil pour le blé, c'est pareil pour le maïs. Il y a des terres à blé, il y a des terres à maïs, il y a des variétés qui s'en sortent mieux que d'autres. Parce que et ça, c'est les Bourguignons qui nous l'ont appris, c'est parce que les sols ont une vocation. Il faut juste qu'on trouve ce qui pousse sur votre sol. Et avant de rajouter des arbres, enfin, j'estime que chez moi, vu les kilomètres de haies que j'ai pas à faire de l'agroforesterie à rajouter des arbres. J'en ai déjà, à mon sens, bien assez. Par contre, ce qui pourrait se faire, c'est dans les régions de plaine, comme la Beauce, comme une partie du Nord-Pas-de-Calais, la Normandie, la Manche, toutes les grandes régions céréalières de France où ils ont supprimé toutes les haies, mais justement les remettre parce que j'estime que c'est pas non plus idiot d'avoir enlevé les haies à certains endroits parce que enfin, au bout d'un moment on a supprimé on est passé de 2 millions d'agriculteurs à 500 000 aujourd'hui et ça continue de descendre. Donc il fallait bien que ce soit mécanisable au bout d'un moment. Donc si je ferais de l'agroforesterie, ce serait dans les plaines céréalières où il n'y a plus un arbre. Et je mettrais
je mettrais des rangées tous les 50 mètres. Ou des multiples d'outils. C'est-à-dire un aller-retour de coupe de batteuse avec des haies qui fassent 100 mètres et ouverts au bout. Ce serait plutôt vers cette agroforesterie-là que je me tournerais. Mais ça, c'est aux gars qui sont céréaliers et qui ont plus de haies de le faire. C'est pas... Moi, j'ai déjà assez de haies. J'espère que ça répond à ta question. Antoine Castelin. Alors, une autre question. Le live, il coupe pas? Je pensais que ça coupait au bout d'une heure sur Insta. Mais personne coupe. Ah, Agricom France, il est en Deux-Sèvres. Oui, c'est possible, mais c'est à lui de me dire s'il veut faire une vidéo avec moi, mais je, je vois, enfin, s'il veut faire une vidéo avec moi, pourquoi pas, mais moi, pourquoi faire une vidéo avec lui? Il y a des vidéos sur de labour sur sa chaîne, je suis contre le labour, donc s'il veut présenter mon travail, pourquoi pas, mais il est plus connu que moi déjà, donc j'ai pas à faire une vidéo avec lui sur ma chaîne. Enfin, moi, j'ai pas d'intérêt. Enfin, j'ai plus d'intérêt à ce qu'il me propose de faire une vidéo avec lui que lui faire une vidéo avec moi. Hop là. C'est bon, tout le monde est là. Alors, tu m'as mis une cartouche, j'espère. Bah, le bouc est pas moi. Puis de toute façon, c'est des sortes de logements sociaux où ils étaient les gens, donc je sais pas pourquoi, depuis... les gens, ils sont partis. Je sais pas pourquoi, c'était un groupe de cassos où, à mon avis, ça fumait un peu de marijuana, un peu de ganja là-bas. Et, mais le temps qu'ils ont été là, ben, mon tournesol il se fait bouffer quoi, par leur bouc. Donc voilà. Faire un essai en semi-direct sur parcelle pâturée pendant des années sur sol sableux assez acide. Bah, les sols qui s'acidifient, ça vient en partie du travail du sol, ça je l'ai déjà expliqué. Et ensuite, après, par contre, je suis pas magicien, c'est-à-dire que si vous avez une prairie de 20 ans, semi-direct dessus, vous avez ça par contre en semi-direct, reprendre une prairie permanente de 10, 15, 20 ans en mettant un coup de glypho et en semant directement, ça par contre c'est très compliqué parce qu'en fait vous avez un système racinaire qui est développé depuis 20 ans et vous aurez beau mettre des doses de désherbant énormes, ça marchera pas. Là par contre, c'est là la limite du semi-direct, c'est que là par contre, sur prairie permanente, une prairie qui est là depuis longtemps, c'est très compliqué de la casser sans travail du sol. Mais par contre, une fois que tu as travaillé ton sol une fois, que tu mis un maïs, machin, direct, tu peux semer direct ton blé derrière ton maïs, ça, il n'y a pas de problème. Plutôt que le tournesol aime un sol chaud pour lever, et on dirait que le réchauffement du sol est trop long. C'est pas quand... En fait, c'est que beaucoup pensent que en semi-direct, ça fonctionne pas, parce qu'en fait, vous faites pas du semi-direct assez longtemps. Ce que certains appellent le réchauffement, c'est que le sol se réchauffe pas assez vite. C'est qu'en fait, tout simplement, vous faites pas du semi-direct depuis suffisamment longtemps. Et en fait, le sol est pas habitué en fait à faire germer de lui-même des trucs. Euh, à part des mauvaises herbes, bien sûr. Mais en fait, ce qui fait euh, que votre sol a du mal au début, c'est qu'en fait, il a plus cet effet travail du sol. Quand on sème en travail du sol, ça fait, on dit il faut faire fin pour mettre la graine en contact avec la terre. En fait, c'est pas exactement ça. C'est qu'en fait, de faire fin, euh, ça, ça frictionne beaucoup la terre et ça crée de la minéralisation de la matière organique. Donc en gros, une sorte d'engrais naturel. En fait, ça crée un effet boost et c'est ça qui fait germer les graines plus vite que en semi-direct. Et après, je l'ai déjà expliqué, c'est en semi-direct, il faut être patient. C'est-à-dire que vous avez on est trop habitué à avoir des sols hyper boostés avec du travail du sol et des engrais. Du coup, quand on sème des trucs et que ça germe en fait tout simplement normalement et pas à vitesse grand V quoi, et ben
et ben on dit ça marche pas. Mais non, c'est bon déjà avant de louper, il faut laisser vraiment du temps pour voir si ça a vraiment loupé. Et puis si ça marche pas, comme j'ai dit, ça vient surtout du fait que il faut que le sol apprenne à faire germer des trucs par lui-même et pas avec des engrais et un passage d'outils quoi. Alors, je viens du Pas-de-Calais, c'était le gros sujet agroforesterie avec les copains agri, d'où ma question. Top la démarche en tout cas. Merci, merci Antoine. Le live a quand même tenu les 30-35 personnes constantes longtemps, bravo. Bah oui, faut croire que ça intéresse les gens ce que je dis. Marius qui dit 13 ans que je suis dans cette pratique. Semi-direct, tu veux dire? Bah si c'est semi-direct, bravo, bah tu peux en parler d'ailleurs mieux que moi des impacts. Je n'y arrive pas. Donc retour en TCS, par contre les cultures d'hiver, sans souci. Ouais, bah, c'est toujours le problème des cultures de printemps. Et ça, c'est ma dernière découverte, c'est que si vous raisonnez votre culture de printemps en semis à 75, mais vous avez un système racinaire que dans la moitié du champ. Et donc la non-réussite du tournesol et du maïs, ça vient en grande partie de là, c'est que vous avez d'une, il y a de la concurrence sur le rang, et en plus, il n'y a pas il y a pas il y a pas des pieds dans tout le champ. Donc pendant que la culture est en place, la biologie s'arrête dans la moitié du champ, vu qu'il n'y a pas de pieds dans tout le champ et que les racines, enfin, il n'y a pas de réseau de racines dans tout le champ, et puis puis ben voilà, ben ensuite, ben, vu que pendant la moitié de l'année ça travaille pas, ben, enfin ça travaille que la moitié du champ, ben, la moitié du champ est compactée, donc ça marche pas. Bon, on a tenu pas mal de temps, je pense qu'on va arrêter le live ici. Il est quelle heure? Il est 22h, on va laisser tout le monde aller se coucher. S'il n'y a pas d'autres questions, et puis pourquoi pas, si ça vous a plu, dites-le moi, mettez-moi un DM après le live, contactez-moi sur Insta ou autre. Dites-moi si vous voulez qu'on en refasse. Et puis, ou alors, j'attendrai les prochains paliers, 3000 abonnés, 4000, 10 000, 1 million, soyons fous. Et puis, bah, ça permettra j'espère que ça vous aura diverti. Et j'espère que ça vous aura servi et intéressé plus qu'un film ou une série de merde sur Netflix. Donc voilà. Donc voilà, bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, à bientôt Simon. Et ciao tout le monde.